Donc Sylvain Auvray de Caen va nous parler de l'exérèse transanale des tumeurs rectales par microchirurgie endoscopique avec le matériel SEALS. On va reparler du SEALS tout à l'heure, mais là pour ce qui concerne l'exérèse transanale. Sylvain, à toi. Et le commentaire sera assuré par Alain Valverde, que vous connaissez puisque vous l'avez déjà vu apparaître récemment. Monsieur le Président, chers collègues, l'exérèse transanale par microchirurgie endoscopique des tumeurs du rectum a été décrite par Buess en 1984. Elle permet l'exérèse de lésions bénignes ou malignes superficielles du moyen et du haut rectum, qui sont parfois difficilement accessibles à une voie transanale conventionnelle et qui peut être une alternative à une résection d'organes, une chirurgie radicale. Cette technique a en plus été bien évaluée dans la littérature, avec des bons résultats en termes de mortalité et de morbidité, avec des taux de récidive locale pour les tumeurs bénignes significativement plus bas qu'avec les érèses conventionnelles, et avec des bons résultats aussi pour les petites tumeurs du rectum de moins de 3 cm superficielles ayant un bon profil histopronostique. Seulement, cette technique était, jusqu'aux années 2010, assez peu répandue en France, limitée à des centres experts, en raison d'un matériel coûteux, une installation laborieuse, un apprentissage difficile avec une vision binoculaire qui maintenant s'est améliorée avec une caméra laparoscopique, mais néanmoins peu développée en France. En 2010 est apparue la chirurgie à monotrocar, Single Incision Laparoscopic Surgery pour nos anglo-saxons, et certains trocars sont apparus particulièrement adaptés pour la chirurgie transanale, notamment ce trocar SEALS de Covidien, qui est un trocar mousse, en forme de diabolo, épousant parfaitement l'appareil sphinctérien, muni de 3 trocars opérateurs, un pour l'optique, 2 pour des instruments interventionnels. La souplesse du système permet d'avoir une belle amplitude des instruments, ne nécessitant pas de matériel laparoscopique coûteux, et avec un canal d'insufflation. Je vais vous montrer rapidement un film pour vous montrer l'installation du système. Elle se fait... excusez-moi, donc je vais faire ça. Elle se fait en position de proctologique habituelle avec une installation facile. Vous avez vu l'introduction de l'appareil qui est très simple, avec la mise en place des 3 trocars, avec une insufflation pour le CO2, et la vision optique laparoscopique permet d'avoir une excellente vision sur les pourtours de la lésion. L'écueil principal de la technique était l'affaissement intermittent de la paroi rectale. On peut y remédier en demandant aux anesthésistes de bien curariser le malade et en faisant en sorte que le débit d'insufflation soit faible, à 10 litres par minute. Vous voyez ici le début de la dissection qui commence dans le plan sous-muqueux. Pour très vite, on va voir apparaître la musculeuse du rectum en blanc. Et puis, assez rapidement, on va passer à travers la paroi pour aller jusque voir la graisse périrectale pour obéir aux règles de l'exérèse locale. Et on voit ici, dans le fond de la cavité, la graisse périrectale en jaune. Et à la partie supérieure de la lésion, on repasse en sous-muqueux pour éviter la complication majeure qui est une perforation en péritoine libre. Ensuite, une fois la lésion complètement enlevée, on va avoir une cavité résiduelle qu'on pourra soit suturer aisément avec des fils cruantés maintenant qui permettent d'avoir une tenue du surjet, soit on peut laisser la cavité ouverte comme ça, et il n'y a pas de différence en termes de morbidité que l'on ferme ou non le défect pariétal. Ensuite, on a une pièce qui n'est pas fragmentée, qu'on pourra orienter pour l'anatomopathologiste et qui sera analysable dans de bonnes conditions. Le Club Cellio a eu pour idée de faire un travail prospectif et multicentrique avec cette nouvelle approche plus simple, pour confirmer la faisabilité et la reproductibilité de l'exérèse TEM avec ce nouveau procédé matériel SEALS
et d'évaluer la morbimortalité et l'efficacité à long terme de cette nouvelle approche. Les critères d'inclusion nécessitaient qu'il s'agisse d'une tumeur bénigne du rectum, qui est la meilleure indication, ou maligne superficielle devant être au maximum T1 à l'écho-endoscopie ou à l'IRM. La lésion devait être située entre 5 et 12 cm de la marge anale pour les lésions antérieures et entre 5 et 15 cm pour les lésions postérieures. La technique devait répondre aux recommandations d'exérèse locale des tumeurs du rectum, c'est-à-dire faire l'exérèse de toute l'épaisseur de la paroi jusqu'à la graisse périrectale, avec une marge de sécurité de 5 mm, être en monobloc non fragmenté et orienté pour l'anatomopathologiste, et la fermeture du défect était laissée au choix de l'opérateur, puisque dans la littérature, il n'y avait pas de différence significative que l'on ferme ou que l'on ne ferme pas. Le suivi post-opératoire devait être clinique à 3 mois et une endoscopie de contrôle à 1 an et à 3 ans. 94 patients ont été opérés du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et 12 chirurgiens du Club Célio y ont participé. L'âge moyen était de 65,9 ans. Il y avait 17% des patients qui étaient obèses et 22% qui avaient des facteurs de comorbidité importants avec ASA3. Tous les patients ont une coloscopie préopératoire, bien sûr, pour faire le diagnostic et apprécier la topographie de la lésion. Et 80% des patients ont eu soit une écho-endoscopie, soit une IRM. La hauteur de la moyenne de la lésion était de 7,5 cm, avec, vous voyez, 55% des patients qui étaient des tumeurs du moyen rectum et 31% des lésions qui étaient du haut rectum, supérieures à 10 cm. Et on avait quand même 14% de patients qui avaient des lésions sur le bas rectum parce que le trocar mousse permet, du fait de sa faible volume, de faire des lésions du bas rectum. Le diamètre moyen de la lésion était de 2,9 cm et la moitié des cas était une lésion postérieure. La biopsie préopératoire de la lésion a été réalisée dans 92 cas sur 94, 2 patients ayant été pris en charge en urgence avec des anticoagulants. 86% des lésions étaient bénignes, 14% malignes. Les malades ont été préparés dans la majorité des cas par un PEG. L'optique utilisée était un 5 degrés avec une vision de 5 mm avec une vision de 30 degrés. L'instrumentation, l'énergie électrique était soit justement non électrique ultrasonique dans 50% des cas et dans 45% un bistouri monopolaire. La fermeture du défect pariétal a été réalisée dans 16% des cas, dont une fois par un agrafage linéaire endo-GIA. La durée opératoire totale était de 52 minutes. 2 patients ont été convertis pour des perforations intrapéritonéales et il a été réalisé dans un cas une exérèse d'organes avec l'excision complète du mésorectum par seuilloscopique avec Hartmann et dans un autre cas TME par laparotopie et avec anastomose. 6 fois, il y a eu un doute de l'opérateur concernant une perforation antérieure et il a été réalisé une laparoscopie qui a été négative dans les 6 cas. Dans la série, la mortalité a été nulle, la durée d'hospitalisation était de 3 jours en moyenne, la morbidité globale était de 14,7% des cas, avec la classification de Clavien qui vous avait été exposée tout à l'heure, 70 patients étaient Clavien 0, 22 patients étaient Clavien 1 ou Clavien 2, c'est-à-dire ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale, radiologique ou endoscopique, et 4 patients étaient Clavien 3, nécessitant une réintervention. Les complications ont été urinaires dans 7,4% des cas, globe vésical, hémorragique dans 12,6% des cas, mais seul dans 3% des cas, il y a eu une nécessité de faire une reprise chirurgicale par voie transanale pour faire une hémostase. Les complications septiques ont été rares, il n'y a eu aucune collection ni de reprise pour sepsis. Il y a eu 3 patients qui ont une fièvre post-opératoire, 2 ont eu un scanner qui était normal et 1 a eu une seuilloscopie exploratrice qui restait négative. La taille de la lésion fixée par l'anatomopathologiste était 2,9 cm. Dans 77% des cas, il s'agissait d'une tumeur bénigne. Et chez 22 patients, 23% des cas, une tumeur maligne, soit in situ dans 5 cas, soit PT1 dans 12 cas ou PT2 dans 5 cas. Les limites d'exérèse étaient saines R0 dans 89% des cas,
non précisée dans 5 cas du fait d'une fragmentation de la pièce, et les marges de résection étaient atteintes dans 5 cas, et dans ces 5 cas, un a été repris par exérèse d'organes par voie sœioscopique, TEM, et les 4 autres cas ont été surveillés et n'ont pas fait de récidive à 3 ans. Quelle a été l'attitude thérapeutique dans les lésions malignes? Dans les 5 in situ, là, il y a eu une surveillance simple. Dans les 12 cas PT1, 9 ont été surveillés et 3 ont été repris par exérèse d'organes. Et dans les PT2, 2 ont été repris pour exérèse d'organes TME, 2 ont une radiothérapie externe adjuvante, et un patient a été simplement surveillé en raison de facteurs de comorbidité importants. Le suivi moyen a été de 39 mois, avec à 3 mois, 99% des patients ont été revus, il n'y a eu qu'un seul perdu de vue, aucune incontinence n'a été notée, 6 douleurs anopérinéales étaient notées mais ont disparu dans l'année. À 1 an, 95% des patients ont eu une endoscopie de contrôle et à 3 ans, 63%. Aucune sténose rectale n'a été relevée. 4 récidives locales sont notées, c'est-à-dire 4,6, ce qui représente 4,6% de l'ensemble de la série. 3 pour des lésions bénignes. Ces lésions ont été reprises, l'une par voie sœioscopique pour réaliser une exérèse d'organes, une autre par voie transanale SILS et un autre par voie endoscopique avec plasma argon. Une lésion maligne a récidivé, il s'agit d'une lésion PT1 SM1 qui a été reprise par voie transanale par SILS. Cette nouvelle approche est donc réalisable et reproductive au sein du Club Célio avec ce trocar SILS, puisqu'on a eu 2 échecs nécessitant des conversions et résections d'organes, comparé aux 6,5% avec la technique traditionnelle de Buess. Le temps opératoire est plus court, puisqu'on a un temps moyen de 52 minutes. Dans la littérature, avec le matériel de Buess, c'est 85 minutes. La faible morbimortalité est confirmée, puisqu'on a une morbidité globale de 14,7% et une mortalité nulle, tout à fait comparable aux séries de la littérature, qui fait état d'une morbidité de 7 à 20% et une mortalité de 0,5%. La fonction anorectale est effectivement préservée à long terme, puisqu'on n'a noté aucune incontinence ni sténose rectale, comparable aux séries de la littérature, qui fait état de 0,5 à 1,5% d'incontinence et de sténose. Et concernant la qualité de l'exérèse, la résection R0 dans la série du Club Célio est de 89%, comparable aux séries de MOR et MOR-AS de 80 à 90%. On a un taux de récidive locale dans les tumeurs bénignes qui reste la meilleure indication de cette technique, qui est de 4,6%, comparable à la série de Lev-Chelouche de 9%, de série de Langer de 9,8%, et une méta-analyse très récente en 2014 qui est de 5,2%. En conclusion, l'exérèse transanale endoscopique avec ce matériel SILS est faisable et reproductible au sein de notre Club Célio, avec un matériel sœioscopique standard, sans aucun investissement lourd, simplement un trocar à usage unique peu onéreux, ne nécessitant pas de matériel spécifique. Elle permet l'exérèse de lésions du moyen et du haut rectum difficilement accessibles à une technique transanale conventionnelle et évite ainsi, dans certains cas, l'exérèse d'organes et confirme la faible morbimortalité comparable à la TEM selon Buess. Je vous remercie. Merci beaucoup Sylvain. Alain Valverde ne va pas manquer de faire des commentaires, ce d'autant qu'il a largement participé à cette étude. Donc je pense qu'il va nous éclairer quelques éléments obscurs. Vous l'avez envoyé. Là. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, mes chers collègues et chers maîtres, donc je vais commenter cette étude à laquelle donc j'ai participé et je suis totalement adhérent, bien entendu, à ce dispositif. 3 points de discussion, l'aspect technique, le bilan préopératoire et l'aspect carcinologique qui est quand même très intéressant. Alors, l'aspect technique, cette photo, c'est un peu une photo historique. En fait, le matériel, maintenant, on opère les patients en position de décubitus dorsal.
parfaitement installé. Et le matériel de Bues n'est pas si difficile que ça. Et je vais un tout petit peu atténuer l'engouement de Sylvain pour le SILS. On est relié à une caméra et on peut faire un geste dans des conditions absolument parfaites. Parce que le SILS, c'est un instrument extraordinaire. D'ailleurs, ça part d'une découverte tout à fait par hasard. Hein. Comme l'a expliqué Sylvain, ce dispositif était destiné au mono 3/4. Et puis, l'esprit aventurier du chirurgien fait qu'un jour, il l'a introduit dans un orifice qui s'y prêtait parfaitement. Et effectivement, il tient parfaitement dans l'anus et il est très souple et on peut travailler. Mais, ce dispositif sous-entend d'avoir un aide qui soit une véritable statue pour tenir la caméra, ce qui est plus facile avec le dispositif de Bues. Deuxième chose, quand même, et on pourra en discuter, pour des exérèses plus haute, plus difficile, c'est parfois un peu compliqué. Alors que avec le dispositif initial, on est parfaitement installé et stable. Et puis enfin, quand on en a fait l'acquisition, c'est sûr que ça représente un coût, mais après, le coût, il est pratiquement nul, puisque c'est juste le coût de stérilisation, alors que ce dispositif, il faut l'acheter à chaque fois. Et moi, je suis dans un établissement qui a la chance d'avoir les deux dispositifs, et depuis quelques semaines, on a arrêté d'acheter les SILS, et donc je suis condamné à continuer au dispositif normal. Mais je persiste à dire qu'effectivement, pour les gens qui n'ont pas investi dans le dispositif statique, le SILS, et c'est le but de cette communication, est extrêmement pratique. Autre point technique, attention dans cette technique, on remonte très facilement, très haut, et souvent on ne sait pas exactement la distance du cul-de-sac de Douglas, et donc il vaut mieux installer les patients quand on fait des tumeurs un peu hautes, en double abord, avec une cystoscopie possible, pour, au moindre doute, jeter un coup d'œil dans la cavité péritonéale, voire réparer une perforation. C'est très facile, surtout qu'on peut très bien disséquer en sous-péritonéal, avoir une véritable perforation et une absence de fermeture du côlon. Deuxième point de discussion, le bilan. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste sur le fait que toute tumeur du rectum pour laquelle on envisage une exérèse transanale doit avoir un bilan par IRM. S'il n'y a pas de possibilité d'avoir l'IRM, claustrophobie, etc., au moins une échoendoscopie. Mais en tout cas, l'expérience montre que lorsqu'on a fait l'exérèse de la lésion, si on a un doute sur le type de cancer, le type d'extension, l'imagerie post-opératoire est très compliquée et souvent difficilement interprétable. Donc absolument avoir une IRM préopératoire. Ce sera un point de discussion aussi, je pense. Et enfin, troisième point de discussion, l'aspect carcinologique. Quand on a fait l'exérèse d'une tumeur qui est une tumeur bénigne en dysplasie in situ ou un T1, N0, SM1, bas grade, pas de problème, le patient est guéri. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous voyez qu'on arrive, grâce à la TEM, à aller un peu plus loin dans le traitement du cancer du rectum qui, vous le savez tous, donne des résultats effroyables. 30% des gens stomisés ne seront pas rétablis, 20 à 40% de morbidité, 5% de fistules graves, surtout pour les tumeurs basses. Donc on essaye finalement de voir quels sont les patients qu'on ne pourra pas opérer. Il y a des travaux très intéressants d'Abregama que tout le monde connaît sur les cancers qui ont parfaitement répondu et une étude du Grécard qui va bientôt aussi donner les résultats là-dessus. Tout ça pour dire que la TEM va dans le sens de ces tumeurs du rectum que l'on essaye maintenant d'aborder d'une façon beaucoup plus moderne et parfois par des exérèses simples en dehors de l'exérèse du mésorectum. Je vous remercie. Oui, je vous en prie. Juste un mot très court parce que la séance avance et puis je suis trop bavard. Je vais simplement dire de façon brutale, dans ma carrière, j'ai opéré 4 malades par intervention de casque, à condition surtout de faire l'opération dans les meilleures conditions. Préparation, voie d'abord, qui ne doit pas être faite sur la ligne médiane, je n'ai eu aucun problème. Et je dois vous dire que je n'avais pas le risque de me retrouver dans le Douglas. Je savais où j'étais et l'exérèse était vraiment visuelle sous mes yeux. Encore une fois, il faut avoir eu un bon professeur
qui vous a bien montré comment on fait un casque, comment on libère comme il faut complètement presque le rectum qu'on arrive à sortir, et on fait une opération très sûre et très simple. Je vais être condamné, bien entendu, mais je m'en moque. Oui, Monsieur Dubois. Moi, j'ai l'impression que votre dispositif SILS est merveilleux parce que Bius, qui était un de mes amis et m'avait fait essayer à plusieurs reprises son appareillage, et j'avoue que c'était au-delà de mes capacités techniques. C'était vraiment très très compliqué. Alors peut-être que les nouveaux modèles avec la caméra facilitent les choses, mais j'ai été très frappé par votre image avec le SILS, ça a l'air merveilleux. Mais nous n'avions pas l'appareillage de Bius. Alain Weber a l'air d'en être très content, mais à mon époque, c'était vraiment très énorme. C'était compliqué. Malgré la gentillesse de Bius. Sans compter qu'il y a quelques problèmes après les bus d'incontinence anale. Monsieur Taub. On a vu une taille de tumeur de 2,9 cm. Oui. Est-ce qu'il y a une limite en particulier, non sellement au niveau du diamètre de la tumeur, mais aussi finalement de l'occupation de la circonférence? Non, c'est ce qui diffère avec l'exérèse conventionnelle, avec les écarteurs de Parkes, c'est que là, il n'y a pas de modification de l'anatomie du rectum. Donc si vous avez une tumeur qui fait les 2/3 de la circonférence, c'est encore possible avec le SILS. Parce qu'on peut fermer la paroi du rectum maintenant avec des fils cruentés et ça se fait sans trop de difficultés. Parce que là, j'ai un écart type, mais il y a des lésions qui faisaient 7 cm de diamètre à la napale. J'aurais une question pour Sylvain et une autre pour Alain. Est-ce que tu ne penses pas qu'un avantage peut-être de la fermeture de la paroi rectale est de diminuer le risque d'hémorragie post-opératoire? Je pense qu'il y a deux avantages de la fermeture. C'est dans les topographies intérieures, parce que comme l'a dit Alain, on peut avoir une procédure qui se passe parfaitement bien. On est sûr qu'on n'est pas en intrapéritonéal, mais on est en sous-péritonéal et avec une petite fine pellicule. Et il peut y avoir des perforations à 3 ou 6 heures après l'opération. Et donc là, dans les formes antérieures, maintenant, je ferme systématiquement. Et le deuxième avantage de fermer, c'est lorsqu'on a une arrière-pensée d'un éventuel tumeur plus évolué que prévu. C'est-à-dire que si ce n'est pas un T1 SM1, mais plutôt un T1 SM3 où on va avoir à faire une résection d'organes. Alors il est sûrement mieux d'avoir fermé pour que la procédure de résection d'organes soit plus facilitée. Et pour Alain, est-ce que tu pourrais nous faire un commentaire sur ton expérience sur la sensibilité, spécificité de l'écho-endoscopie par rapport à l'IRM, justement pour ces petites tumeurs? Ce ne sera pas un commentaire personnel, c'est celui de la littérature. En fait, elle est opérateur dépendant. Et donc, je vais m'en sortir par une entourloupe. On ne fait que des IRM. Ah oui, donc vous ne faites pas confiance dans le corps de mais non, on ne fait plus confiance. Parce qu'en plus, c'est ce qui rend les études reproductibles, c'est d'avoir des IRM qui sont analysables de manière objective. Pas moi, mes radiologues me disent qu'ils ne sont pas très bons pour faire la différence entre un T1, un T2, SM1, SM2. Ils ne sont pas bons. Et ils me disent que nos gastro-entérologues sont plus performants. Enfin, c'est ce qu'on me dit à moi. Il faudra les confronter à une prochaine séance. Et juste une petite réponse pour la fermeture. Je trouve que la fermeture favorise les abcès, surtout en postérieur. Donc on a parfois intérêt à laisser ouvert plutôt que de faire des acrobaties. Je vois que le débat est toujours ouvert, c'est bien. Je pense qu'il est temps de passer à la dernière communication.